Bonjour à tous, voilà, c'est la dernière partie de ce Doctoton. Donc c'est l'heure de faire le bilan. Bilan avec, donc on va voir un peu quelques chiffres, le profil un peu des participants, voir un peu ce qui s'est dit, ce qui est revenu, et puis voilà, voir quelques pistes de réflexion. Alors bien sûr, la première chose que beaucoup attendent, vous le savez, si vous avez suivi la vidéo d'hier, c'est le nombre total de médecins. Ils en annonçaient 300. Donc, qu'est-ce qu'ils ont réussi à tenir leur pari de 300 médecins en 24 heures? Eh ben non, pas du tout. Il y avait 157 médecins. Alors, je précise quand même, donc ça c'est un comptage que j'ai fait moi-même à partir de ce que j'ai enregistré. Bon, il se peut déjà que j'en ai loupé un ou deux. Voilà, la source sur laquelle j'enregistrais à plusieurs moments, voilà, changer de canal pour continuer le stream. Donc voilà, j'en ai peut-être loupé quelques-uns. Si j'en ai loupé, c'est 5 ou 6. En tout cas, ce sera pas 50, ça c'est sûr. Voilà, donc 157 médecins, 2 chirurgiens dentistes et 3 pharmaciens. Voilà. Après, je n'ai pas compté le nombre des autres intervenants, parce que bon, notamment, il y en a qui intervenant en groupe, et voilà, dans tous les cas, on est, même en prenant tous les intervenants confondus, on ne serait pas arrivé à 300 personnes. Donc, ils se répartissaient, il y avait 138 Français, 9 Belges, 3 Suisses, et 7 d'autres pays. Donc voilà, n'oubliez pas que quand ils ont annoncé ce Doctoton, ils annonçaient ça comme un grand rassemblement international. Donc oui, c'est international, mais grand, je ne sais pas. Voilà, l'autre chiffre que beaucoup de monde attend, je le sais, c'est le nombre de médecins homéopathes. Alors, j'en ai dénombré 40 homéopathes et homéopathes avec d'autres spécialités alternatives, comme l'acupuncture ou la naturopathie, par exemple. Alors pareil, voilà, ce chiffre, c'est vraiment un chiffre minimum, parce que ma méthodologie, c'est tout simplement, je me suis basé sur ce que les gens disaient. Voilà, donc ils se présentaient comme médecins, mais peut-être que voilà, certains étaient homéopathes, mais ils ne l'ont pas précisé. Il y avait aussi des médecins qui donnaient leur identité, mais d'autres qui étaient anonymes. Donc ceux-là déjà, ils n'étaient peut-être même pas médecins, ça on ne sait pas. Et puis voilà, je n'ai pas pu aller vérifier sur Google, comme j'ai fait pour certains, voir si sur leur fiche ils précisaient s'ils étaient homéopathes. Voilà, mais on est sur un chiffre minimum de 40 homéopathes. Il y avait aussi 36 médecins suspendus pour non-vaccination. Alors, j'ai oublié de le marquer sur le diaporama, mais il y a aussi un autre chiffre qui m'a un peu plus surpris, c'est que si on fait la corrélation entre les deux, en fait, il n'y avait que 8 médecins homéopathes qui étaient suspendus. Dans ce qu'ils ont annoncé, voilà. Je m'attendais à un plus, mais non, voilà. Il y avait aussi 14 retraités et 20 médecins aujourd'hui ou par le passé sont poursuivis et ou sanctionnés par l'ordre, dont certains ont même été radiés par l'ordre. Voilà, donc on va comparer ces chiffres par rapport à la démographie médicale. Donc pour ça, je me base sur le dernier rapport de l'Ordre des médecins, donc la situation au 1er janvier 2020. Donc voilà, ça c'est un rapport que vous trouverez sans souci sur Internet. Donc, selon ce rapport, le nombre total de médecins en France était de 307 127, donc médecins en activité, médecins retraités, médecins non en activité pour X raisons. Le nombre de médecins en activité de 238 902, toutes spécialités confondues, et donc le nombre de médecins généralistes est de 86 012. Alors déjà, pour relativiser, parce que certaines personnes
sont certainement épatés de voir autant de médecins défiler en 24 heures. Voilà, donc le nombre de médecins du Doctoton, ça ne représente que 0,05% du corps médical français, hein. Donc ce n'est absolument pas significatif du tout. Si vous voulez un exemple encore plus parlant, eh ben, tout simplement, si on faisait 3 semaines d'émission non-stop sur ce rythme, on n'arriverait qu'à 1% des médecins français, hein. Donc si vous voulez, vous pouvez vous amuser à savoir combien de temps d'émission il faudrait pour avoir la moitié des médecins français, mais voilà, on est vraiment sur un échantillon qui n'est absolument pas représentatif, hein. Alors voilà, donc le nombre de médecins homéopathes. Alors là, c'est un peu plus difficile à évaluer. Les chiffres sont vraiment à prendre avec plus de pincettes, tout simplement parce que c'est difficile de trouver le nombre de médecins homéopathes, hein. Déjà, il faut savoir que ces dernières années, avec l'évolution de la législation sur l'homéopathie, le nombre de médecins homéopathes déclarés a quand même beaucoup baissé. Que voilà, les chiffres, selon si on se base sur l'ordre des médecins, selon si on se base sur le syndicat des homéopathes, hein, ça varie. Donc c'est entre 1800 et 5000. Hein, voilà, donc j'ai pris fourchette basse, fourchette haute. Voilà. Et donc, en faisant le calcul, on arrive, donc en France, l'homéopathie, hein, ça représente entre 0,8 et 2% des médecins en activité et entre 2 et 6% des médecins généralistes. Et voilà, au Doctoton, il y a 25% des médecins pratiquaient l'homéopathie, chiffre minimum, je le rappelle. Voilà, donc il y avait, comme beaucoup l'ont deviné, il y avait quand même une surreprésentation de la médecine homéopathique, hein, lors de ce Doctoton. Concernant les médecins suspendus, donc le dernier rapport de la CNAM, hein, qui date, il me semble, de novembre, début novembre, parlait de 160 médecins suspendus pour non-vaccination. Voilà, eux-mêmes disent, hein, que le chiffre n'est pas forcément très fiable, hein, mais voilà, c'est le seul qu'on a. Voilà, donc on voit que le Doctoton, hein, représente 22% des médecins suspendus. Pour en revenir aux chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, hein, des 8 médecins homéopathes suspendus, ça représente donc 5% des médecins suspendus, ce qui ne peut pas paraître beaucoup, mais il faut quand même tenir compte que l'homéopathie est une sous-spécialité de la médecine générale, hein, qui elle-même est une spécialité de la médecine, hein, donc voilà, ça fait quand même beaucoup. On va parler maintenant des thèmes et des mots-clés qui ont été abordés. Alors évidemment, hein, sans surprise, ce sont les vaccins, hein. Donc la vraiment très très grande majorité, hein, a tenu des propos anti-vax, hein, voilà. Et ceux qui n'ont pas tenu de propos anti-vax, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas parlé de vaccin, hein, voilà. Tout le reste, ça a été des propos anti-vax. Avec quelque chose qui est revenu dans quasiment tous les cas, c'est thérapie génique et traitements expérimentaux, hein. Ça, tous ceux qui ont parlé de vaccins ont utilisé ces termes, hein, quasiment tous ceux, hein. Alors bien sûr, on sait que le vaccin n'est pas une thérapie génique, on sait que le vaccin n'est pas un traitement expérimental, mais voilà, c'est comme ça qu'ils ont désigné les vaccins. Le mot, ce qui est revenu aussi très souvent, c'est les effets secondaires constatés, hein. Alors c'est comme on voit sur les réseaux sociaux chez les antivax qui constatent un nombre incroyable d'effets secondaires chez leurs proches. Et ben visiblement chez ces médecins c'est pareil, hein. Ces médecins constatent énormément d'effets secondaires chez leurs patients, hein. Voilà, donc on peut quand même se poser la question de la bonne foi de ces personnes, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même, enfin on le sait, bon, il y a des effets secondaires, mais voilà, il n'y a pas de raison que c'est que ces effets aient une incidence beaucoup plus élevée que ce qu'on constate, hein, dans les hôpitaux, hein, et notamment dans les services d'urgence, hein, voilà. Ensuite, autre terme, alors qui est revenu moins souvent, mais qui est revenu, c'est la vaccination des enfants, hein. Ça, c'est vraiment bon. Je m'attendais à ce que plus de monde en parle, mais non, bon, il y en a vraiment qui ont fait tout leur discours là-dessus. Mais voilà, la vaccination des enfants
est beaucoup revenu avec souvent des arguments fallacieux, hein, comme quoi les enfants n'ont aucune chance de développer le Covid, hein, ce qui est faux. Et enfin, la pharmacovigilance, hein, donc qui est revenue aussi, pas chez tout le monde, mais bon, voilà que. Alors ceux qui disent que les effets secondaires, très peu d'effets secondaires ne sont pas enfin très peu d'effets secondaires, pardon, sont déclarés à la pharmacovigilance. Ou alors il y a aussi ceux qui disent que tous les effets signalés dans les rapports de pharmacovigilance sont liés au vaccin, ce qui est faux. Et de la part de médecins, on peut plus se poser la question si c'est un problème de mauvaise foi plutôt que de compétence, hein, parce que ça, corrélation et causalité, c'est vraiment quelque chose que tous les médecins connaissent, hein. Autre terme qui est massivement, autre thème, pardon, qui est massivement revenu, ce sont les traitements précoces, hein. Ça, beaucoup de monde en a parlé. Avec toujours le même argumentaire, hein, soit dit directement, soit sous-entendu, c'est que les traitements précoces avaient été interdits au profit des vaccins. Voilà, ça on en reparlera sur la diapo suivante, mais voilà, pour eux, les traitements marchent et si on les interdit, c'est uniquement pour pouvoir vendre des vaccins. Autre thème qui est revenu là-dessus, qui est revenu un peu moins souvent, mais plusieurs personnes l'ont cité, c'est que grâce aux traitements précoces, les traitements précoces ont prouvé une efficacité de 100% chez leurs patients. Voilà, aucun patient avec traitement précoce n'est tombé malade. À ma connaissance, ça doit être certainement les premiers traitements, toutes pathologies confondues, qui montrent une efficacité de 100%, hein. Là aussi, on peut quand même se poser la question de la bonne foi des intervenants plutôt que de leurs compétences. Et voilà, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est la corrélation systématique entre les traitements précoces et la vaccination, hein. Ça, tous ceux qui ont parlé de traitement précoce ont parlé de vaccination, hein, avec, comme je vous le disais, comme argumentaire, qu'on interdit les traitements précoces pour laisser place à la vaccination, hein. Donc voilà, ce qui est bien sûr évidemment complètement faux. Ça, c'est du complotisme de dire ça, hein. Si on ne prescrit pas de traitement précoce, c'est qu'il marche pas, un point c'est tout, hein, rien de plus. Voilà, je m'imagine mal l'immense majorité des médecins français refuser de soigner leurs patients juste parce que Big Pharma va leur faire un chèque pour le vaccin. Ça, c'est complètement délirant comme propos, hein. Et c'est donc c'est encore plus délirant quand ça vient de médecins. Enfin voilà, hein, c'est donc là on est vraiment dans une rhétorique complotiste qui est assez étonnante. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui nous sorte ça. Autre thème revenu souvent, hein, ce sont les conflits d'intérêts. Donc beaucoup de personnes se sont présentées en disant je n'ai pas de conflit d'intérêts. Voilà, donc visiblement ces personnes ne savent pas ce que c'est qu'un conflit d'intérêts, hein, parce que c'est pas parce qu'un labo nous paye un repas ou c'est pas parce qu'on travaille à développer une molécule un labo qu'il y a forcément un conflit d'intérêts, hein. Et autre chose, hein, bien sûr, mais ça, bon, c'est commun, on l'a déjà remarqué beaucoup dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a aucun argument permettant d'accuser quelqu'un de conflit d'intérêt, hein. La seule chose qui leur permet de dire ça, c'est d'aller sur la base de données du gouvernement et de voir un médecin marqué dedans et dire voilà, il a pris de l'argent d'un labo, c'est qu'il a un conflit d'intérêt, hein. Donc déjà, il y a vraiment un amalgame entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Et ce qui est d'autant plus inexcusable de la part de médecins, c'est qu'ils savent vraiment comment ça se passe, hein. Donc autant quelqu'un qui est étranger au système peut se dire, ah ben en effet, ça peut lui paraître bizarre qu'un labo paye un repas à un médecin. Bon, un médecin sait très bien comment marche le système et sait très bien que ce n'est pas parce qu'un labo paye quelque chose que ça veut dire qu'on a un conflit d'intérêt et qu'on va prescrire les médicaments d'un labo ou qu'on va être aux ordres de ce labo. Donc là, c'est vraiment de la rhétorique complotiste, hein, dans la bouche de ces médecins, hein, parce que ce n'est vraiment basé sur rien.
Et voilà, et donc certains voilà, ont même laissé entendre que tous les médecins sont liés au labo et que eux sont les seuls résistants qui ne cèdent pas au labo. Donc voilà, là c'est encore c'est complètement une alors pas une méconnaissance du système parce que le système ils le connaissent, mais voilà, ça c'est du mensonge, hein. Et enfin, autre chose qui est beaucoup revenu, c'est le covidoscepticisme, hein. Donc ça, on le connaît beaucoup sur les réseaux sociaux, on le connaît moins chez les médecins. Enfin, voilà, donc minimisation de la pandémie, hein, le Covid ne fait pas de mort, le Covid ne tue que les personnes âgées avec comorbidité. Voilà, ça c'est vraiment vraiment étonnant de la part de médecins, hein, parce que voilà, c'est soit ils ont une très faible patientèle, soit voilà, ils ont forcément soit des patients à eux, soit des patients à un de leurs collègues ou à des médecins qu'ils connaissent qui a terminé hospitalisé pour le Covid. Enfin voilà, hein, ça c'est vraiment je trouve ça quand même assez grave, le covidoscepticisme chez un médecin, hein. Voilà, d'autres ont dit aussi, pareil, alors ça c'est vraiment de la mauvaise foi plutôt que de l'incompétence, hein, de dire qu'ils n'ont constaté aucune gravité chez leurs patients. Alors oui, c'est peut-être possible, hein, qu'ils aient constaté aucune gravité, comme je le disais avant, mais bon, dire que voilà, on ne connaît pas d'autres médecins ou qui ont fait des formes avancées de Covid. Enfin voilà, là c'est vraiment là, c'est vraiment là encore on rentre dans du complotisme, hein, de dire que le Covid ne touche que les personnes âgées avec comorbidité, voilà. Et encore plus grave, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on dit ça ne touche pas les enfants, hein. Ça, surtout en ce moment, hein, avec où on voit où l'incidence chez les jeunes augmente constamment, où ça devient inquiétant. Voilà, c'est assez grave quand même de dire ça pour un médecin. Et voilà, et enfin, une rhétorique complotiste pure et dure, hein, qui a été employée par plusieurs médecins, hein. Voilà, le complot mondial, le complot des élites, la manipulation du peuple, les médias complices. Enfin voilà, ça c'est vraiment vraiment du complotisme pur et dur. Alors voilà, il y a des médecins qu'on connaît, hein, voilà, on sait que eux, ils en font leur principal argumentaire. Voilà, on les a vus dans ce live, on les voit sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a plus étonné quand même, c'est de voir des médecins qui semblent, voilà, apparemment des médecins lambda, hein, des médecins qui pourraient être le vôtre, qui pourraient être le mien, qui pourraient être d'autres collègues, qui semblent pas vraiment partir dans ces délires-là, et puis nous sortir ça, hein, que voilà, il y a un complot du gouvernement au profit des big pharma ou au profit de l'OMS qui va installer le nouvel ordre mondial. Enfin voilà, là on est vraiment dans du complotisme pur et dur. C'est assez surprenant de la part de voir certaines personnes s'exprimer comme ça. Voilà, et pour finir, donc je vais vous amener quelques petites réflexions que je me suis faites, hein, en regardant ces 24 heures de désinformation. Déjà, ce qui m'a frappé, c'est le discours analogue, hein, chez tout le monde. Donc voilà, tout le monde est pro-traitement précoce, tout le monde est anti-vaccin, tout le monde pense la même chose des conflits d'intérêts, que eux évidemment n'ont pas. Donc déjà là-dessus, voilà, on a 150 personnes qui tiennent exactement le même discours. On n'a pas une seule personne, par exemple, qui va nous dire, voilà, moi je pense que les traitements précoces marchent pas, mais je suis anti-vax, ou l'inverse, je pense que les traitements précoces marchent, mais je pense que les vaccins marchent aussi, hein. Voilà, si on avait vu Didier Raoult commencer à se lancer là-dedans, il a vite fait marche arrière quand il a vu la volée de bois vert qui s'est pris à dire que les vaccins marchaient, hein, qu'il fallait se vacciner. Voilà, donc là, c'est vraiment tous le même discours, donc c'est difficile à croire que ces personnes sont vraiment objectives. Voilà, les conflits d'intérêts, j'en ai parlé, hein, ces personnes, voilà, savent très bien comment marche le système, hein, et que voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il y a vraiment une volonté consciente ou inconsciente, hein, de masquer ça.
Et puis enfin, on va parler de ces fameux anti-tout, hein, anti-confinement, anti-masque, anti-vaccin. Voilà, tout ce qui est fait sera forcément mauvais. Voilà, donc là, il y a quand même une remise en question à apporter, hein. Quand on voit qu'on est satisfait de rien, il faut peut-être se poser la question de savoir si le problème vient pas de nous. Voilà, donc on a des personnes qui ont tendance très facilement à qualifier les autres de moutons, mais qui par contre, elles tiennent toutes le même discours qui n'a pas des bases réellement, qui n'a pas des bases réellement fondées. Voilà, et quand on parle de remise en question, eh ben on peut aussi parler de remise en question sur les traitements précoces, hein. Je crois que maintenant, on a assez de données pour dire qu'il y a vraiment des doutes sur ces traitements. Alors l'hydroxychloroquine, hein, ça fait depuis le début, hein, que les doutes sont exprimés, doutes qui sont de plus en plus affirmés avec les développements de ces dernières semaines. Notamment, voilà, il y a maintenant des très fortes suspicions de fraude, hein, sur l'étude, hein, de falsification. Voilà, mais ces personnes continuent à défendre becs et ongles ce traitement. Et le pire, c'est l'ivermectine. Alors, il y a eu un article, hein, de la BBC qui est sorti, donc la BBC qui avait confié une enquête à des chercheurs indépendants, qui ont constaté que toutes les études étaient fausses. Voilà, donc ils ont titré l'article comment on a créé un faux médicament miracle. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'ivermectine, hein. L'ivermectine, on en est à 5 études rétractées, dont la plupart, pas toutes, mais la plupart, c'était vraiment des données frauduleuses, hein. C'était pas des études biaisées, c'était des données frauduleuses. Voilà, donc il y a 5 études rétractées, il y a toutes les méta-analyses qui ont utilisé une de ces études, donc qui sont fausses, hein, qui ne sont plus valables, ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup d'études valables, et le peu d'études qu'on regarde, ben, on s'aperçoit qu'elles contiennent toutes des biais. Et si on regarde en plus, donc j'avais fait un trade là-dessus sur Twitter, peut-être que certains l'ont vu, mais toutes les associations, hein, qui gravitent autour de l'ivermectine, enfin des traitements précoces en général, mais surtout de l'ivermectine, hein, des associations dont certaines sont liées à la droite populiste américaine, des associations qui se font des millions de dollars, hein, grâce à l'ivermectine, hein, qui font payer les consultations à un prix d'or, qui font payer les prescriptions à un prix d'or. Voilà, et il n'y a jamais aucune remise en question, alors que là, on a les preuves qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors que pour l'instant, bah, pour les vaccins, par exemple, on a aucune preuve à part ce qu'ils appellent eux le Pfizer Gate, donc qui n'est pas un gate du tout, parce que c'est un labo sur 166 qui a eu des mauvaises pratiques, qui ne remettent aucunement en doute, hein, en cause les résultats des tests. Et de toute façon, même si c'était le cas, ça ne concerne qu'un vaccin. Voilà, le confinement, le confinement, encore aujourd'hui, encore ce matin, il y a une étude qui était citée par de nombreux opposants au confinement qui a été rétractée. Voilà, et on a un nombre d'études rétractées qui est assez quand même incroyable, mais personne ne se remet en question. Voilà, donc il y a vraiment un problème de ce côté-là, hein. On est dans de l'aveuglement. Autre question que ces gens devraient se poser, c'est qu'en est-il des financements? Parce qu'alors, bien sûr, alors ils parlent de conflits d'intérêts, ils parlent de Big Pharma, ils parlent de profits financiers, mais qu'est-ce qu'il en est au fait de ces associations, de tous ceux qui surfent sur cette crise sanitaire pour contester? Donc je vous ai parlé de l'ivermectine, hein, bien sûr, avec des associations qui engrangent de l'argent. On peut parler, ben voilà, j'en ai parlé au début, l'association qui organisait ce live, voilà, une association qui fait 4 cagnottes. Nul ne sait où va l'argent. Alors ils disent il y a une cagnotte pour les victimes du vaccin, enfin victimes entre guillemets, une cagnotte pour il y a des cagnottes pour les soignants suspendus, mais on ne sait pas si cet argent est reversé.
Nul ne sait, ils ont aucune transparence là-dessus. Tous les médias complotistes, François, on peut parler de François, de Réseau International, de Profession Gendarme, du Média Enquête 4.2, ce sont des médias qui font constamment des appels aux dons, alors qu'il n'y a qu'une seule personne derrière, que ce sont des médias en ligne avec des sites WordPress que n'importe qui peut faire en une journée. Personne se pose enfin personne. Ces gens-là ne se posent pas la question de où va l'argent. Et c'est pareil avec Réinfo Covid, avec toutes ces associations. Voilà, donc là, il y a vraiment une réflexion qui devrait engager, qui n'engage pas, hein. Et puis enfin, voilà, quelle place de la politique? Donc on sait que le conspirationnisme et la politique sont très fortement liés. Alors là, le Covid est vraiment arrivé à point nommé pour eux, hein, parce qu'on était avant la crise, donc dans un contexte social très tendu, avec la crise des gilets jaunes qui a enchaîné avec la réforme des retraites. Donc on était déjà socialement, c'était déjà pas très beau en France. En plus, depuis quelques années, hein, on constate une montée des populismes en Europe et plus globalement dans le monde, hein. On a vu avec Trump aux États-Unis, avec Bolsonaro au Brésil. Donc voilà, le terrain était vraiment trop propice à ça. Et on l'a vu donc que certains en ont profité, hein. Donc évidemment, en France, c'est l'extrême droite. Il n'y a pas que l'extrême droite, bien sûr, hein. Il y a aussi une partie de l'extrême gauche, mais qui est quand même beaucoup moins prononcée. Et voilà, donc maintenant, quand on va s'intéresser à une association qui lutte contre quelque chose, on va quasi systématiquement retrouver des liens avec l'extrême droite, hein. L'exemple le plus parlant, c'est Réinfo Covid, hein. Donc Réinfo Covid, on trouve beaucoup de liens avec des mouvances d'extrême droite, hein. Réinfo Covid a proposé des listes régionales, bon, qui ont fait un flop. Quand on cherchait un peu, on voyait qu'en fait derrière c'était des mouvements d'ultra droite. Là, c'était même plus l'extrême droite, c'était l'ultra droite. Et en fait, les candidats, je suis moi persuadé qu'ils ignoraient même qui était derrière, hein. Voilà, Canon, c'est pareil, hein, on l'a vu, donc l'association d'Astrid Stuckelberger, aidée par Martine Vonner, est liée à Canon. On sait que François a publié beaucoup d'articles reprenant des théories de Canon. Enfin voilà, Canon s'infiltre insidieusement, hein, en Europe, ils se sont déjà bien infiltrés aux États-Unis. Voilà, et donc ces personnes, enfin là je parle de ces 150 médecins, a priori personne n'en prend conscience. Et après je ne sais pas, bon quasiment aucun, je crois qu'il y a une personne, hein, qui a exprimé des opinions politiques antimacronistes, mais les autres n'ont pas exprimé leurs opinions politiques. Je pense qu'on doit avoir quand même des opinions un peu variées. Et ces personnes ne se rendent absolument pas compte qu'elles font le jeu de l'extrême droite, hein, sans forcément se rendre compte, hein. Donc voilà, faudrait alors ouvrir les yeux, c'est facile à dire, ouvrir les yeux, je dirais même c'est presque de la rhétorique complotiste de dire ouvrez les yeux, mais voilà, il faut que ces gens posent leurs œillères et voir un peu ce qui se passe derrière tout ça, hein. Ils sont très forts pour aller voir ce qui se passe derrière le vaccin, ce qui se passe derrière le confinement, ce qui se passe derrière le gouvernement, mais ils sont pas vraiment forts pour regarder ce qui se passe à leurs pieds, hein. Voilà, et voilà, pour conclure, moi je vais vous donner un exemple tout simple, hein. Voilà, c'est ça, hein. Certains ont peut-être vu ça passer. Donc c'est le dialogue franco-russe, hein, donc c'est une association d'extrême droite, hein, qui prône des relations avec la Russie, donc on connaît, hein, ça c'est pas du complotisme, hein, l'ingérence russe dans les politiques étrangères, hein, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, voilà, ça c'est connu, hein. Et donc voilà, donc là on a Alexandra Kodorian, donc qui est une de leurs figures de proue, qui a été la guest star de ce live de 24 heures, hein, qui l'a clôturé. Et ben voilà, elle est avec une association d'extrême droite franco-russe en train de parler du vaccin russe, hein. Alors que cette personne est une des premières à les informer sur les vaccins occidentaux. Donc ça amène beaucoup de questions, hein. Voilà, questions que ces gens-là ne se poseront pas.
Voilà, donc c'était tout hein, pour mon point de vue. Voilà, à vous de vous faire le vôtre. Hein, et puis donc on en reparlera certainement sur les réseaux sociaux. C'est donc fini. Alors c'est pas encore totalement fini. Je vous prépare une petite surprise hein, pour demain. Donc restez connectés et à bientôt.